Nous sommes le 29 avril 2026 et nous abordons l'une des dimensions les moins couvertes de toute la guerre en Iran. Parce que tout le monde se concentre sur Téhéran, tout le monde surveille le corps des gardiens de la révolution islamique, le blocus, les négociations nucléaires. Mais j'ai passé les 2 derniers jours à creuser le cas d'un pays qui n'a pas vu une seule bombe tomber sur son territoire, qui n'a pas tiré un seul coup de feu dans cette guerre, et qui encaisse pourtant l'un des coups stratégiques les plus dévastateurs de tout le conflit. Ce pays, c'est la Chine. Et ce que j'ai trouvé en regardant la situation, sous tous les angles, c'est l'histoire d'un empire silencieux, bâti sur une décennie, qui s'effondre en temps réel. Cela ressort de l'analyse de The Diplomat, des reportages de Bloomberg, de l'évaluation stratégique du Hudson Institute, de la lecture économique du Jerusalem Post et de la chronologie documentée de Wikipédia sur la crise d'Ormuz. Xi Jinping a construit toute une architecture de puissance mondiale autour de l'Iran, et les États-Unis, sans larguer une seule bombe sur le sol chinois, viennent de la démolir. Je vais commencer là où cette histoire commence vraiment, parce que pour comprendre ce qui arrive à la Chine en ce moment, il faut comprendre ce que la Chine a construit en Iran au cours de la dernière décennie. Le partenariat stratégique global Chine-Iran de 2020 et 1, évalué à 400 milliards de dollars, visait à sécuriser l'énergie et les infrastructures iraniennes pour un quart de siècle complet. L'Iran était envisagé comme le pont terrestre indispensable du corridor économique Chine-Asie, Centrale-Asie occidentale, la colonne vertébrale absolue de l'expansion vers l'ouest de l'initiative Belt and Road ou BRI de Xi Jinping. Pensez à ce que cela représentait concrètement sur le terrain. Des entreprises chinoises développaient la base minière de l'Iran, la société CNPC opérait dans le champ gazier de South Pars. Huawei construisait l'infrastructure de télécommunications de l'Iran. Les ports de Chabahar et de Jask étaient construits avec des investissements chinois. Ils étaient conçus comme des routes exclusives d'exportation de pétrole vers Beijing, qui contourneraient complètement le détroit d'Ormuz, et la flotte fantôme iranienne, qui transportait du pétrole brut à prix réduit comme sur un tapis roulant directement vers les raffineries chinoises, était devenue l'un des pipelines énergétiques cachés les plus importants de la planète. La Chine achetait environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran, fournissant une bouée de sauvetage financière à ce régime lourdement sanctionné. Mais lorsque les frappes américaines et israéliennes ont commencé à pilonner l'Iran à partir du 28 février 2026, Beijing a montré peu de soutien à la défense de Téhéran, au-delà de critiques contre les attaques. Ce détail compte énormément. La Chine a bâti un partenariat stratégique de 400 milliards de dollars avec l'Iran. Et quand l'Iran a eu besoin que son partenaire le plus puissant fasse quelque chose, n'importe quoi, Beijing a publié un communiqué. Cela vous dit tout sur la vraie nature de ce que la Chine avait construit en Iran. Ce n'était pas une alliance stratégique. C'était un arrangement d'extraction de ressources déguisé en amitié. Et quand la chaîne d'extraction s'est brisée, l'amitié a disparu avec elle. Toute l'architecture moyen-orientale de la Chine vient de subir un coup fatal. Le chaos à Téhéran transforme ce qui était un actif stratégique en un immense trou noir d'investissement. Des milliards de capitaux engagés, des télécommunications au réseau de transit, risquent maintenant de devenir des actifs toxiques. Et c'est ici que le blocus d'Ormuz cesse d'être le problème de l'Iran pour devenir le cauchemar de la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié le blocus américain des ports iraniens d'actes dangereux et irresponsables. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que seul un cessez-le-feu complet pouvait apaiser la situation. Beijing ferait des efforts pour aider à rétablir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Des efforts. Voilà la réponse de la Chine. Pas des navires, pas de pression, pas de levier. Des efforts. Pendant que 34 navires étaient refoulés par des destroyers américains, pendant que des pétroliers à destination de la Chine étaient interceptés, pendant que le pipeline bon marché de pétrole iranien qui alimentait les raffineries chinoises depuis des années s'asséchait complètement, Beijing offrait des efforts. La flotte fantôme qui transporte le pétrole iranien a été construite
précisément pour ce jeu. Les registres douaniers chinois indiquent 0 importation en provenance d'Iran depuis 2022. Pourtant, ces importations enregistrées de brut malaisien en 2026 ont atteint 3 millions de barils par jour, soit plus du double de toute la production de la Malaisie. Ce chiffre devrait vous faire arrêter et le relire. 3 millions de barils par jour étiquetés comme malaisiens, mais en réalité iraniens. Voilà l'ampleur du pont énergétique clandestin que Beijing avait construit et dont elle dépendait. Et maintenant, chaque navire qui tente d'emprunter cette route est traqué. Le 19 avril 2026, les forces américaines ont saisi le porte-conteneur iranien sanctionné, le navire MV Tuska, dans le golfe d'Oman. Il était en voyage de retour depuis la Chine et aurait transporté du matériel à double usage. Les États-Unis ne bloquent pas seulement les ports iraniens, ils traquent tout le réseau fantôme qui maintenait le flux d'énergie bon marché vers la Chine. Les pontes a disparu. La Chine dispose d'environ 1 milliard de barils dans ses réserves stratégiques de pétrole, assez pour environ 120 jours. À la surface, cela ressemble à un coussin, mais 120 jours ne sont pas une solution. C'est un compte à rebours. Le nœud central de la BRI est en flammes. La flotte fantôme est saisie en temps réel et la marine américaine démontre qu'elle peut couper les lignes énergétiques chinoises à la source sans un seul acte de guerre direct contre la Chine. Alors, que fait exactement Xi Jinping ensuite? Parce que, d'après mes recherches, les options de la Chine sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus faibles que Beijing n'a jamais voulu l'admettre. Maintenant, je veux vous emmener à l'intérieur même de l'économie chinoise, parce que c'est ici que l'histoire cesse de porter sur la géopolitique et commence à porter sur quelque chose de beaucoup plus inconfortable pour Beijing. De vraies usines, de vrais travailleurs, de vraies chaînes d'approvisionnement qui se brisent en temps réel. Et ce que j'ai trouvé en examinant les données économiques réelles sur le terrain en provenance de Chine en avril 2026, c'est quelque chose que les médias d'État de Xi Jinping travaillent très fort à cacher. L'économie forteresse se fissure de l'intérieur et les fissures s'élargissent chaque semaine que le blocus d'Ormuz tient. Je vais commencer par le chiffre qui devrait faire la une de tous les journaux d'affaires de la planète. Les importations de pétrole de la Chine en provenance du Golfe, maintenant coincées dans le détroit d'Ormuz, représentent au moins 5-4 millions de barils par jour en direction de la Chine par Ormuz. La Russie a exporté environ 300 000 barils supplémentaires par jour vers la Chine en janvier et février, jusqu'à environ 2,1 millions de barils par jour au total. Autrement dit, les importations chinoises en provenance du Golfe sont plus de 2 fois supérieures à ce qu'elles reçoivent de la Russie. Donc quand les gens disent que la Chine peut simplement pivoter vers le pétrole russe, c'est mathématiquement impossible. La Russie n'a pas la capacité de pipeline, la Russie n'a pas la flotte de pétroliers. Et le pétrole russe, transporté par mer, transite aussi par des détroits que la marine américaine pourrait théoriquement interdire. La Chine a stocké agressivement en prévision de cette crise. Mais les stocks ne sont pas une stratégie, c'est du temps emprunté. Et ce temps emprunté s'épuise. Regardez maintenant ce qui se passe réellement dans les usines. Les usines automobiles chinoises ont produit 27% de voitures en moins au cours des 2 premières semaines d'avril par rapport à la même période l'an dernier. Selon Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, l'économie ralentit et la Chine pourrait avoir du mal à atteindre son objectif annuel de croissance de 4-5% ou plus 27% de voitures en moins en 2 semaines. Et il s'agit du secteur automobile, l'une des industries stratégiques les plus critiques de la Chine, celle sur laquelle Beijing a misé toute sa transition économique future. Véhicules électriques, semi-conducteurs, fabrication de prochaine génération. Tout cela dépend d'intrants qui passent soit par Ormuz, soit qui deviennent plus coûteux à cause du choc énergétique provoqué par le blocus. Et puis il y a cette histoire sortie hier, le 28 avril, que je n'arrivais honnêtement pas à croire lorsque je l'ai lue pour la première fois. Dans le sud de la Chine, des milliers de travailleurs ont organisé des manifestations après la fermeture abrupte d'usines le 20 avril. Les fermetures ont suivi une forte hausse des prix du plastique,
au milieu des perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz. Des travailleurs ont accroché des banderoles aux grilles des usines où l'on pouvait lire « Rendez-moi l'argent de mon sang et de ma sueur ». Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux chinois montraient des manifestants debout en silence pendant que la police surveillait la scène. Des travailleurs à Yulin, en Chine, manifestaient devant des usines fermées. Dans un pays où la protestation publique comporte un énorme risque personnel, les travailleurs étaient tout de même là, avec des banderoles. Cela vous dit exactement à quel point la pression économique est devenue sévère au niveau du terrain. Parce que ces usines n'ont pas fermé à cause d'une abstraction géopolitique lointaine. Elles ont fermé parce que les prix du plastique ont bondi après les perturbations du transport maritime par Ormuz et que les marges ont disparu du jour au lendemain. La moitié du commerce maritime mondial du soufre, un intrant industriel vital, passe par le détroit d'Ormuz. La perturbation des complexes pétrochimiques et de l'approvisionnement en engrais a fait grimper les prix alimentaires mondiaux. Les dommages subis par Aluminium Bahrain et Emirates Global Aluminium ont créé une pénurie d'aluminium de qualité automobile pour des fabricants comme Toyota, Nissan, BMW et Hyundai. Et chacune de ces perturbations frappe la Chine plus durement que n'importe qui d'autre, parce que la Chine se trouve au centre de chacune de ces chaînes d'approvisionnement. Les fabricants chinois ont besoin d'aluminium pour les véhicules électriques. Ils ont besoin de soufre pour les procédés industriels, ils ont besoin d'intrants pétrochimiques pour les plastiques qui entrent dans tout, des jouets aux appareils électroniques en passant par les emballages. Quand la crise d'Ormuz étrangle ces flux, ce n'est pas seulement une histoire de matières premières. C'est une pression existentielle sur la base de coûts manufacturiers de la Chine, l'avantage concurrentiel unique sur lequel tout le modèle économique de Xi Jinping a été construit. Les pénuries d'intrants industriels pourraient rendre plus difficile pour la Chine d'atteindre son objectif de croissance de 2026, soit 4, 5 à 5, 0%, déjà le plus bas depuis le début des années 1990. Une guerre plus longue qui ralentit la croissance mondiale représente un risque plus grand, étant donné la profonde dépendance de la Chine aux exportations. L'objectif de croissance le plus bas depuis le début des années 1990. Et maintenant, en plus d'une économie en ralentissement qu'ils avaient déjà du mal à stimuler, il y a le blocus d'Ormuz qui coupe leur source d'énergie la moins chère, le nœud le plus important de la BRI en flammes, et les coûts des matières premières qui explosent simultanément dans tous les secteurs. Et voici la dimension dont personne ne parle assez. En avril 2026, les États-Unis ont sanctionné l'une des plus grandes raffineries indépendantes de Chine, la raffinerie de Dalian de Engli Petrochemical, pour avoir traité du brut iranien, une raffinerie indépendante en Chine, sanctionnée directement par Washington. C'est pas un coup de semonce. Ce sont les États-Unis qui disent à Beijing dans le langage le plus clair possible. Nous savons exactement quelles installations traitent du brut iranien, nous savons exactement comment votre flotte fantôme fonctionne, et nous sommes prêts à entrer dans l'infrastructure industrielle même de la Chine pour exercer une pression. Et la réponse de Beijing, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lors d'une conférence de presse que Beijing ferait des efforts pour aider à rétablir la paix et la stabilité au Moyen-Orient et à exhorter toutes les parties à respecter les arrangements de cessez-le-feu. Encore des efforts. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose au sujet de la Belt and Road chinoise qui change complètement le cadre dans lequel nous devrions comprendre cette crise. La conséquence stratégique de la guerre en Iran, c'est l'effondrement des hypothèses centrales de la BRI. Cela montre que les risques de sécurité menacent les infrastructures, que la neutralité est difficile à maintenir, que les investissements sont exposés à l'escalade militaire. Je vais traduire cela du langage académique en langage clair. La Chine a dépensé plus de 269 milliards de dollars pour construire des infrastructures à travers le Moyen-Orient depuis 2005. Ports, pipeline, autoroutes, centrales électriques. La promesse implicite faite à chaque pays ayant signé avec la BRI était que la Chine est un partenaire stable et fiable, capable de livrer du développement économique sans les conditions politiques qui accompagnent les investissements occidentaux. C'était l'argument de vente, c'était la marque
Et puis l'Iran, le partenaire vitrine de la BRI chinoise, son nœud le plus critique sur le plan stratégique, l'ancre de toute la stratégie d'expansion vers l'Ouest, a vu sa direction décapitée le 28 février, et Beijing n'a rien fait. Quand les Émirats arabes unis ont rejoint une alliance dirigée par les États-Unis et demandé l'ouverture du détroit, tandis que Beijing restait silencieuse devant la militarisation d'une route énergétique vitale, les dommages se sont aggravés. Les monarchies du Golfe comprennent maintenant ce que signifie la coopération sécuritaire de la Chine lorsque les attaques iraniennes touchent leur propre territoire. Chaque État du Golfe qui a signé des accords BRI, chaque pays du Pakistan à l'Indonésie jusqu'à l'Asie centrale, qui a fait confiance à la promesse chinoise de connectivité économique et de fiabilité stratégique, tous regardent en ce moment, ils regardent Beijing regarder l'Iran brûler, et ils se posent la question que la Chine a passé 2 décennies à tenter d'empêcher quiconque de poser au moment où cela compte vraiment. La Chine est-elle un partenaire fiable ou simplement un acheteur de ressources bon marché? Cette question, une fois posée ouvertement, ne peut pas recevoir comme réponse un autre contrat d'infrastructure. Et d'après tout ce que j'observe dans les données, les reportages et les réactions des marchés en ce moment, le 29 avril 2026, elle est posée haut et fort à Jakarta, à Riyad, à Islamabad, à Nairobi. L'économie forteresse ne se fissure pas seulement à cause du blocus d'Ormuz. Elle se fissure à cause de l'effondrement de l'architecture de confiance qui tenait toute la BRI ensemble, et ce dommage structurel survivra à cette guerre pendant des décennies. Nous arrivons maintenant à la dimension de cette histoire que Beijing trouve la plus terrifiante de toutes. Et ce n'est pas la douleur économique actuelle. La douleur peut être gérée. Les stocks peuvent être brûlés. Des fournisseurs alternatifs peuvent être trouvés à des prix plus élevés. Ce que la Chine ne peut pas gérer, ce qui ne peut pas être absorbé stratégiquement, c'est la leçon que les États-Unis viennent d'enseigner au monde entier en fermant Hormuz. Parce que la leçon d'Hormuz ne concerne pas vraiment l'Iran, la leçon d'Hormuz concerne la Chine. Et chaque planificateur stratégique assis à Beijing en ce moment, chaque amiral, chaque économiste du Politburo, a passé les 6 dernières semaines à fixer un mot que l'ancien président chinois, Hu Jintao, a utilisé pour la première fois en 2003, un mot qui définit depuis lors le plus grand cauchemar stratégique de la Chine, Malacca. Je vais d'abord vous donner la géographie, parce qu'elle compte énormément. Le détroit de Malacca, situé entre l'île de Sumatra, en Indonésie, et la Malaisie péninsulaire, accueille plus de 60 000 navires par année, représentant environ 25% du commerce maritime mondial, y compris environ 80% du pétrole brut importé par la Chine. 80% des importations pétrolières de la Chine passent par une seule voie navigable étroite, large de seulement 3 km à son point le plus étroit près de Singapour. Et les États-Unis ont des bases militaires positionnées aux 2 extrémités. Diego Garcia dans l'océan Indien, Singapour, le Japon, Guam. Toute l'architecture de la puissance navale américaine en Asie est construite autour de la capacité à exercer une pression sur ce détroit. La confrontation entre les États-Unis et l'Iran au sujet du détroit d'Hormuz a montré à quel point les points de passage peuvent être militarisés facilement et à quelle vitesse les retombées économiques peuvent se propager. La même logique s'applique à Malacca, sauf qu'ici, les conséquences frapperaient au cœur des économies asiatiques. Washington possède une capacité beaucoup plus grande de projection de puissance dans cette zone que la Chine, grâce à sa portée navale et à ses réseaux d'alliés et de partenaires. La guerre en Iran a mis en évidence le talon d'Achille de Beijing. Et voici la phrase que les planificateurs stratégiques chinois n'arrivent pas à arrêter de lire en ce moment. Les États-Unis viennent de démontrer en temps réel, avec des moyens navals actifs et une application concrète, qu'ils peuvent fermer un détroit stratégique contre l'un des régimes les plus militarisés de la planète, tout en gardant le commerce mondial en circulation pour tous les autres, tout en gardant les prix du pétrole gérable pour leurs propres alliés et tout en maintenant une dénégation complète sur le fait de viser le commerce d'une nation particulière. C'est l'arme économique la plus propre et la plus précise jamais déployée dans l'histoire moderne. Et Beijing vient de regarder tout le manuel se dérouler depuis la première rangée.
un chercheur de l'Université de Chine orientale spécialisé en diplomatie et en sécurité, Jin Guo, a soutenu dans le South China Morning Post que la guerre américaine contre l'Iran reflète l'attention accrue de Washington envers une stratégie mondiale de blocus maritime. Il a averti que les États-Unis vont probablement intensifier leur attention sur les détroits maritimes les plus fréquentés du monde afin d'étouffer le développement de Beijing, qualifiant d'inchangeable la réalité selon laquelle les États-Unis cherchent à mettre fin au conflit iranien pour se concentrer entièrement sur l'endiguement de la Chine. Une réalité inchangeable. C'est pas un commentaire d'opposition. C'est un universitaire chinois publiant dans un journal affilié à la Chine qui dit au gouvernement chinois ce qu'il doit entendre. La guerre en Iran ne portait pas seulement sur l'Iran. C'était une démonstration, une preuve de concept, un essai à balles réelles du mécanisme exact qui pourrait étrangler la Chine si les tensions américano-chinoises autour de Taïwan passaient un jour de la compétition à la confrontation. Et voici ce qui rend la situation encore plus aiguë en ce moment. Le ministre des Finances de l'Indonésie a évoqué l'idée d'imiter les taxes iraniennes sur le détroit d'Ormuz pour les navires passant par le détroit de Malacca, en disant que l'Indonésie n'est pas un pays périphérique et qu'elle se trouve sur une route stratégique du commerce mondial. L'Indonésie est l'un des 3 pays qui bordent et gèrent le détroit de Malacca, le pays avec lequel les États-Unis approfondissent activement leurs liens militaires exactement pendant la même période que la guerre en Iran. Cette conversation, même après que le ministre des Affaires étrangères l'a rectifié, a envoyé des ondes de choc dans les marchés de l'assurance maritime. L'administration Trump récolte maintenant des résultats en Asie. L'attention stratégique s'est déplacée du détroit d'Ormuz vers le détroit de Malacca, par lequel passent la plupart des importations énergétiques de la Chine. L'évaluation du Hudson Institute est directe. Washington a gagné la bataille d'Ormuz. Maintenant, l'échiquier se déplace vers l'Est. Et les options de la Chine ici sont vraiment effrayantes à envisager si vous êtes assis à Beijing. Parce que j'ai passé en revue chaque réponse réaliste et chacune mène quelque part où Beijing ne veut pas aller. Une confrontation militaire à Malacca signifierait une guerre chaude directe avec les États-Unis à un moment où l'économie chinoise absorbe déjà le choc d'Ormuz, où sa crédibilité vient d'être fracassée et où elle regarde l'Iran, son partenaire stratégique le plus important, imploser de l'intérieur. Beijing tente rapidement d'atténuer son dilemme de Malacca. Les véhicules électriques réduisent lentement la demande chinoise en carburant de transport. La consommation chinoise d'essence a déjà atteint son sommet. La demande chinoise en diesel subit elle aussi une pression structurelle croissante, alors que les ventes de véhicules lourds électriques à batterie ont presque triplé en 2025. Voilà la réponse de long terme de la Chine à Malacca. Réduire la dépendance en électrifiant l'économie. Moins de pétrole nécessaire veut dire que Malacca compte moins comme point de pression. Mais cette stratégie se déploie sur des années et des décennies. Elle n'aide pas lorsque le blocus se déroule maintenant et que l'horloge des 120 jours de réserve pétrolière tourne. Et puis il y a la dimension taïwanaise, celle que personne à Beijing ne veut dire à voix haute, mais que tout le monde calcule. En cas de conflit, particulièrement autour de Taïwan, les États-Unis pourraient interdire les cargaisons de pétrole vers la Chine en perturbant les routes maritimes passant par le détroit de Malacca. Avant Hormuz, c'était une menace théorique, un scénario de jeu de guerre, quelque chose discuté dans les groupes de réflexion et les documents de sécurité. Après Hormuz, c'est une capacité prouvée, démontrée contre un adversaire réel en temps réel. Les États-Unis ont les navires, les États-Unis ont le positionnement, les États-Unis ont le précédent. Et si la Chine bouge sur Taïwan, la question à laquelle Beijing doit maintenant répondre n'est pas les États-Unis pourraient-ils bloquer Malacca, mais plutôt à quelle vitesse pourraient-ils le faire et combien de temps pourrions-nous tenir. Xi Jinping réalisera clairement dans les négociations que Washington a affaibli ses relais, fermé son laboratoire en Iran et détruit le système militaire qu'il a passé une décennie à construire. Beijing sera le prochain cœur de la reddition de comptes selon l'évaluation stratégique du Hudson Institute Laboratoire.
c'est le mot qui compte le plus dans cette phrase. L'Iran n'était pas seulement un partenaire pour la Chine, c'était un terrain d'essai, un endroit où la Chine affinait ses techniques pour contourner les sanctions, pour construire des réseaux financiers fantômes, pour déplacer des technologies militaires dans les zones grises du commerce international. Le renseignement américain a documenté des navires cargo chinois déchargeant du perchlorate de sodium à Bandar Abbas, assez pour produire environ 800 nouveaux missiles. Des entreprises chinoises liées à l'armée populaire de libération ont commercialisé du renseignement géospatial sur les forces américaines dans la région. Le laboratoire est maintenant détruit. Les techniques sont maintenant exposées. Les réseaux fantômes sont systématiquement démantelés par des sanctions secondaires contre des banques chinoises et par des saisies de pétroliers, de l'océan Indien au golfe du Bengale. Et voici la réalité sous-estimée qui, je crois, définira la prochaine décennie de compétition entre les États-Unis et la Chine. Ce que les États-Unis ont démontré en Iran, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'attaquer la Chine pour faire mal à la Chine. Ils n'ont pas besoin de tirer sur un navire chinois pour remodeler les calculs stratégiques chinois. Ils doivent simplement contrôler les points de passage. Et en ce moment, le 29 avril 2026, les États-Unis contrôlent chacun des points de passage dont la Chine dépend. Hormuz, les approches de Malacca, le golfe du Bengale, les voies de transit de l'océan Indien. L'économie forteresse de la Chine n'a jamais été aussi forteresse que Xi Jinping l'a vendue, parce qu'une forteresse dont toutes les lignes d'approvisionnement sont exposées à la puissance navale d'un rival n'est pas une forteresse. C'est un siège qui n'attend que de commencer. Nous voilà donc à la section finale, le 29 avril 2026, et je veux être entièrement franc avec vous au sujet de ce que je considère comme la conclusion la plus importante de tout ce que nous avons couvert, parce que la vraie histoire de la Chine et de la crise d'Hormuz ne concerne pas seulement ce qui s'est déjà produit. Elle concerne l'arbre décisionnel que Beijing regarde en ce moment, en temps réel, où chaque branche mène vers un endroit profondément inconfortable. J'ai étudié les options de la Chine en profondeur auprès d'analystes de l'énergie, de groupes de réflexion stratégique, d'experts navals et de prévisionnistes économiques. Et ce que j'ai trouvé, c'est que malgré toutes les projections de puissance de Xi Jinping, malgré toute la rhétorique de l'économie forteresse et la grandeur de la Belt and Road, Beijing se trouve en ce moment avec presque aucune bonne carte à jouer. Je vais exposer la réalité de la position chinoise à ce jour. La Chine dispose probablement de 60 à 90 jours de marge de manœuvre pratique avant que les raffineurs doivent commencer à réduire leur cycle de production pour protéger les stocks minimaux de fonctionnement. C'est l'horloge contre laquelle les dirigeants de Beijing doivent travailler. La stratégie optimale en ce moment est d'absorber le choc, d'augmenter les substituts et d'éviter l'escalade, sauf si elle est forcée par une interdiction américaine ciblée de navires chinois. 60 à 90 jours, voilà la fenêtre, et non le chiffre de 120 jours de réserve que les médias d'État continuent de citer, parce que les chiffres bruts de réserve ne tiennent pas compte du taux de consommation accéléré, de la baisse de l'approvisionnement entrant et de la demande industrielle qui ne peut pas simplement être arrêtée sans déclencher exactement le genre de fermeture d'usines et de manifestations ouvrières que nous avons déjà vues cette semaine à Yulin. L'horloge ne fait pas que tourner, elle accélère. Et quelle est la réponse de Beijing à cette horloge qui tourne ? Le 20 et 1 avril, lors d'un appel avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, Xi Jinping a déclaré « Le détroit d'Ormuz devrait rester ouvert à la navigation normale, ce qui est dans l'intérêt commun des pays de la région et de la communauté internationale. Le détroit d'Ormuz devrait rester ouvert. » C'est Xi Jinping, le dirigeant de la deuxième nation la plus puissante de la planète, l'homme qui commande la plus grande marine du monde en nombre de navires, qui demande que l'Ormuz reste ouvert dans un appel téléphonique avec un prince saoudien. Il ne l'ouvre pas, il ne menace pas de l'ouvrir, il demande qu'il soit ouvert. Cette phrase, dans un appel diplomatique, est le signal le plus clair possible du levier réel de Beijing dans cette crise. C'est à dire beaucoup moins que ce que la décennie de marketing sur l'économie forteresse a amené les gens à croire. La Chine poursuit une politique de neutralité active, adoptant une position équilibrée.
Elle insiste sur la nécessité de garder le détroit ouvert dans son propre intérêt, tout en maintenant une relation spéciale avec l'Iran et en évitant une confrontation directe avec Washington. Beijing a exprimé son rejet de l'embargo américain, le jugeant dangereux et irresponsable, tout en indiquant sa volonté de défier Washington diplomatiquement et économiquement pour protéger ses intérêts. La Chine exploite aussi la crise actuelle pour accroître l'utilisation du yuan chinois dans l'achat de pétrole iranien dans le but de miner la domination du dollar. Neutralité active, c'est l'expression que les propres analystes de la Chine utilisent pour décrire sa stratégie. C'est une manière prudente qui sauve la face de dire que Beijing fait tout ce qui est possible pour protéger ses intérêts sans déclencher une confrontation militaire directe avec les États-Unis. Et l'angle du pétrole payé en yuan est réel, mais c'est pas non plus le levier qu'il semble être. On peut pas acheter du pétrole qu'on peut pas transporter. Les paiements en yuan sur des pétroliers bloqués sont une manœuvre financière sans réalité physique sous-jacente. Et puis Beijing a fait quelque chose de révélateur le 6 avril pendant que tout le monde regardait Hormuz. Pendant que les efforts américains étaient en cours pour ouvrir le détroit d'Hormuz, la Chine a décidé de bloquer le récif de Scarborough dans la mer de Chine méridionale. Le récif de Scarborough, des navires de la garde côtière chinoise bloquant ce récif contesté que les Philippines disputent depuis des années. Pensez à la raison pour laquelle Beijing a choisi ce moment pour faire ce geste. Ce n'était pas une coïncidence. Quand une grande puissance perd du levier dans un théâtre, elle a tendance à fléchir les muscles dans un théâtre où elle conserve encore un avantage. La Chine ne peut pas défier 3 groupes aéronavals américains dans la mer d'Arabie, mais elle peut envoyer des navires de la garde côtière vers un récif en mer de Chine méridionale et réaffirmer sa présence là où son avantage militaire est moins contesté. Ce geste vous dit tout sur l'état psychologique de Beijing en ce moment. Elle compense, elle montre de la force là où la force est encore disponible, parce que à l'endroit qui compte réellement pour son économie, Hormuz, elle n'en a aucune. La Chine est intervenue comme médiateur international après l'effondrement des pourparlers de paix d'Islamabad. Xi Jinping a proposé à la mi-avril 2026 une initiative en 4 points pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient, présentant la Chine comme un partenaire de paix axé sur le dialogue économique, par contraste avec les alliances militaires occidentales. La Chine tente d'exploiter ses succès diplomatiques passés pour consolider son rôle de puissance médiatrice capable de s'attaquer aux causes profondes des conflits par le développement plutôt que par la force. 4 points de paix venant du pays qui s'est associé au régime qui a déclenché toute cette crise. Le jeu de médiation de la Chine n'est pas sans logique. Si Beijing peut se présenter comme l'adulte responsable dans la pièce, comme la puissance qui a résolu la crise diplomatiquement pendant que l'Amérique et Israël utilisaient des bombes, elle récupère une partie du prestige géopolitique qu'elle a perdu lorsque l'Iran s'est effondré. Mais voici l'élément clé. L'issue de la crise du détroit d'Hormuz déterminera la forme du futur partenariat économique ou de la confrontation future entre les deux pays. Ce sommet est le moment où tout converge. Accord nucléaire, Hormuz, menace de Malacca, crédibilité de la BRI, calcul autour de Taïwan, sanctions secondaires contre les raffineries chinoises, saisie de pétroliers iraniens. Tout arrive à cette table simultanément. Et Beijing sait qu'elle arrive à ce sommet depuis une position de faiblesse structurelle que ses propres déclarations publiques ne peuvent pas masquer. L'économie forteresse s'est fissurée, le pont iranien a disparu, la flotte fantôme est traquée, le nœud le plus important de la BRI est en ruine. Et les États-Unis viennent de prouver au monde entier, et surtout à Xi Jinping lui-même, qu'ils peuvent couper la source d'énergie la moins chère de la Chine, sans tirer un seul coup de feu sur un navire chinois, sans déclarer la guerre à la Chine, sans même mentionner le nom de la Chine dans les ordres officiels du blocus. C'est l'application la plus sophistiquée de la guerre économique à l'ère moderne. Et la Chine, malgré toute sa planification stratégique, malgré des décennies à bâtir des routes alternatives, une couverture diplomatique et des réseaux financiers fantômes, n'était pas préparée à cela, à cette échelle et à cette vitesse. Voici mon évaluation finale honnête. La Chine n'est pas brisée par cette crise. Goldman Sachs prévoit encore une croissance de 8% en 2026.
Les réserves dureront assez longtemps pour une résolution négociée, si elle arrive. Beijing est trop discipliné stratégiquement pour faire quelque chose d'imprudent, comme une confrontation navale directe autour de pétroliers iraniens. Mais les dommages sont réels, durables et structurels, d'une manière qui va bien au-delà de cette crise particulière. Chaque pays du Sud global qui regarde sait maintenant que les garanties de sécurité de la Chine sont des mots sur papier lorsque la puissance militaire américaine entre dans l'équation. Chaque partenaire de la BRI réévalue discrètement la fiabilité des engagements chinois. Chaque propriétaire d'usine dépendant d'intrants énergétiques bon marché du Golfe se demande si la chaîne d'approvisionnement qu'il a bâtie autour de la fabrication chinoise est aussi stable qu'elle le semblait autrefois. Et pour Xi Jinping personnellement, c'est le moment où sa décennie de rhétorique sur l'économie forteresse s'est heurtée à la réalité de ce à quoi ressemble réellement un blocus naval américain lorsqu'il est imposé avec 3 groupes aéronavals. Des avions de reconnaissance fuient Poséidon et des sous-marins dans l'océan Indien. Pas invincible, pas isolé, pas forteresse du tout. Simplement une très grande économie avec des lignes d'approvisionnement très exposées et un rival qui sait maintenant exactement où passe chacune de ces lignes. Voilà la vraie histoire derrière la crise d'Ormuz, celle que personne ne vous raconte assez fort.